Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la liberté de la presse sous pression politique, c'est le constat que dresse Reporters sans frontières dans le monde. Nous parlerons des enjeux et des contrats spécifiques en Afrique avec le directeur de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne en direct depuis Dakar. Et nous irons voir en Tunisie comment les libertés individuelles et politiques ne s'améliorent pas. 118e sur 180 dans le classement international de RSF, selon lequel de nombreuses menaces pèsent sur la liberté d'informer dans le pays. Et cette semaine marque le retour de la Nollywood Week, 11e édition du festival dédié au cinéma nigérian et africain. C'est jusqu'à ce dimanche 5 mai, vous pourrez voir une série de films, mais aussi de réalités virtuelles et de cinéma d'animation. C'est les deux nouveautés de cette année. On ouvre ce journal par ce rapport de Reporters sans frontières qui met en exergue la mainmise du politique sur les médias et les reculs manifestes dans le monde de la liberté de la presse. 50% de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse est sous cloche. Dans ce journal, nous faisons le point sur la liberté de la presse en Afrique spécifiquement. Et on retrouve depuis Dakar Sadibou Marong, il est directeur de Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne. Merci à vous. Pour vous, dites-nous justement, quel est l'état global du continent africain par rapport au reste du monde en termes de liberté de la presse? Merci beaucoup. D'une manière générale, un peu les tendances générales observées dans les pays d'Afrique subsaharienne, un peu dans le cadre de ce classement pour la liberté de la presse dans le monde, montre effectivement un certain nombre de pays qui ont pour l'essentiel chuté dans le classement. Nous avons connu 27 pays de la sous-région africaine au sud du Sahara qui ont chuté dans le cadre du classement. Donc il y a le cas de la Mauritanie, qui ont aussi, disons, excusez-moi, dont le rang a augmenté dans ce classement. Il y a le cas de la Mauritanie, effectivement, qui est intéressant, mais également, au-delà de cela aussi, il y a le cas d'un pays comme la Tanzanie qui est pratiquement parti de loin et qui, pour l'essentiel, était un peu ces dernières années également, un peu avant l'arrivée de la présidente, en tout cas dans une sorte de situation très difficile où l'environnement de la liberté de la presse était extraordinairement corsé, avec des décisions très, très liberticides. Mais on a vu, avec l'arrivée de la nouvelle présidente, que l'étau a commencé à se desserrer autour du journalisme et de la pratique du journalisme d'une manière générale. Alors, parlons justement, si vous voulez bien, plus spécifiquement, par exemple, du cas du Sahel. On sait que plusieurs pays ont subi des coups d'État, mais ne sont pas forcément, d'ailleurs, les moins bien classés, parce qu'on a comparé pays par pays. On sait, par exemple, que dans certains pays, il y a eu des suspensions de médias. Je pense évidemment à notre groupe, France 24 et RFI. Expliquez-nous, justement, comment est fait ce classement? En fait, le classement est une sorte de compilation un peu d'une série de ce qu'on appelle un peu de manière quantitative les exactions qui ont eu lieu du 1er janvier au 31 décembre. Mais également, ça a été complété un peu par des analyses un peu d'un certain nombre de personnalités de divers horizons, notamment des journalistes, des juristes, des experts. Et dans un pays, cela donne un score, mais cela donne également un rang. Maintenant, pour ce qui est du Sahel, ce qui est le plus important, c'est que traditionnellement, avant ce qu'il s'est passé ces dernières années, notamment avec l'émergence des juntes, le Niger, par exemple, a été un pays quand même où la liberté de la presse avait véritablement droit de citer. C'est également le cas du Burkina Faso pendant très longtemps. Donc c'est pourquoi le rang, les dernières années d'avant l'émergence des jeunes étaient des rangs assez intéressants. Mais maintenant, ce qu'on a constaté, et avec l'émergence des jeunes, les jeunes n'acceptent aucune voix dissonante, aucune voix discordante. Et dans le cadre un peu de la liberté de la presse, donc la liberté de la presse est prise finalement entre l'étau, aussi bien un peu des forces armées, disons des groupes armés terroristes, mais également un peu des pressions politiques, entre guillemets, qui viendraient des jeunes. Cela s'explique par des suspensions de médias internationaux, mais également des expulsions de correspondants de la presse internationale. Mais au-delà de cela, également, à l'intérieur même, la pratique du journalisme et l'exercice du journalisme dans les pays du Sahel également pose problème et de plus en plus.
parce que des journalistes actuellement sont soit forcés à intégrer, si vous êtes critique sur un plateau de télévision, vous êtes forcé à intégrer l'armée, par exemple. On a vu ça, on a vu le cas d'Issa Lingani au Burkina. Oui, Saïdou Marong, parlons rapidement d'un mot peut-être sur un pays emblématique, lanterne rouge du classement, l'Érythrée, 180e mondial, devenu au fil des années un désert de l'information. Expliquez-nous rapidement ce que vous entendez par là. C'est un véritable désert de l'information parce que l'Érythrée actuellement, il y a presque plus de journalisme existant, en tout cas de journalisme au-delà de ce que les autorités elles-mêmes souhaiteraient que le journalisme soit là-bas, c'est-à-dire qu'un journalisme à voix unique. Maintenant, il y a le départ on a constaté par exemple dans nos analyses que le départ de plus en plus de beaucoup de journalistes qui ne peuvent pas accepter cet état de fait, donc qui sont partis dans les pays environnants et d'autres qui sont partis à l'étranger également. Et de plus en plus également, c'est le pays où actuellement il y a les 4 journalistes les détenus depuis 25 ans sont actuellement en Érythrée. Et nous travaillons actuellement sur le cas de David Issa, qui est actuellement le journaliste le plus détenu pendant 25 ans. Le plus ancien détenu. Le plus ancien dans ce pays, et ça fait 25 ans ou 24 ans. Merci beaucoup, Sadibou Marong, directeur de Reporters sans frontières, RSF justement en Afrique subsaharienne. Merci beaucoup. C'est moi. Le bilan pour les libertés individuelles et politiques, justement, ne s'améliore pas en Tunisie, même si le pays est remonté de 3 places dans le classement mondial de RSF. En plus de ce contexte difficile, les médias n'ont pas le droit de parler de certaines affaires politiques, dont celle d'un supposé complot contre la sûreté de l'État. Notre correspondante à Tunis, Dilia Blaise, fait le point pour nous sur la situation. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'une quarantaine de personnes, personnalités publiques, figures politiques ou encore hommes d'affaires, sont emprisonnés dans plusieurs affaires de complot présumés contre la sûreté de l'État. Malgré le dépassement des délais de la détention préventive pour certains détenus, aucune date de procès n'a été encore fixée jusqu'à aujourd'hui. Jeudi 2 mai, les demandes de libération de 40 détenus dans l'affaire la plus emblématique de ce complot ont été rejetées par la justice et fin avril, la porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste a interdit aux médias de parler de l'affaire et de ses détails, bien que l'instruction soit close. L'année dernière, une interdiction similaire avait déjà été émise. Alors l'indépendance de la justice n'est pas seulement critiquée par les opposants au pouvoir, mais aussi par une partie de la profession. Jeudi 2 mai, c'était aussi les avocats qui sont montés au créneau et qui ont décrété une journée de grève pour contester les problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail, les pressions, les intimidations et les restrictions des libertés. Dans ce contexte politique assez tendu, aucune date n'a été fixée pour l'élection présidentielle qui devrait se tenir d'ici la fin de l'année. Des soldats russes et américains sur la même base, ça se passe au Niger. Les soldats russes ont été vus selon justement le ministre américain de la Défense qui a fait cette déclaration. Ceci alors que Niamey, vous le savez, a exigé le retrait du pays des forces américaines qui ont déjà entamé ce retrait. En RDC, ce sont 8 militaires, qui ont été condamnés à mort pour lâcheté et fuite devant l'ennemi ce vendredi par un tribunal militaire à Goma, dans l'est du pays où la rébellion du M23 gagne toujours du terrain. Et plus de 200 personnes ont été tuées dans les incidents liés aux inondations au Kenya depuis le mois de mars. Le gouvernement kenyan a ordonné carrément aux habitants vivant près de 178 barrages et réservoirs d'évacuer et a installé plus d'une centaine de camps pour accueillir plus de 20 000 personnes. Olivia Bizot. Le Kenya se prépare à l'arrivée du cyclone Idaya. Après des pluies torrentielles qui ont dévasté le pays, provoquant la mort de plus de 200 personnes. Dans son discours ce vendredi, le président William Ruto a annoncé que le cyclone pourrait entraîner des vents violents, de puissants vagues et de fortes précipitations lorsqu'il aurait touché la côte. Il a aussi déclaré que la réouverture prévue des écoles la semaine prochaine serait reportée jusqu'à nouvel ordre. Cela va être un soulagement pour des milliers de personnes déplacées qui vivent actuellement dans des écoles devenues abris temporaires. Il y a quelques jours, j'étais dans une de ces écoles à Mathare, un des quartiers pauvres de Nairobi. Ceux qui s'y sont réfugiés affirmaient qu'ils ne comprenaient pas la réaction tardive du gouvernement et qu'ils ne comprennent pas pourquoi le statut de catastrophe naturelle n'a toujours pas été annoncé.
Plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est font face aux conséquences dévastatrices de pluies saisonnières, amplifiées par le phénomène climatique El Niño. En Tanzanie, plus de 155 personnes sont mortes depuis le mois de mars. Des centaines de milliers de personnes au Burundi, en Éthiopie et en Somalie ont également été touchées. Allez, on termine comme tous les vendredis par de la culture. Et cette semaine, on vous parle de cinéma et du cinéma nigérian avec Nollywood Week. C'est à Paris, c'est un festival qui célèbre sa 11e édition. Et cette année, 2 nouveautés au programme, le film d'animation et la réalité virtuelle. Sophie Lamotte a couvert l'événement pour nous. Voici son récit. Pour sa 11e édition, le Festival du film de Nollywood se retrouve comme chaque année dans le cinéma Harlequin au centre de Paris pour célébrer la 2e plus grande industrie du cinéma au monde. Si Nollywood produit plus de 2000 films par an, une vingtaine seront diffusés ce week-end et cette année, les organisateurs portent le regard vers le futur avec comme thème pour cette édition la technologie, la réalité virtuelle et leur influence sur le futur de l'industrie. Il s'agit essentiellement de rester connecté par le biais de la technologie, mais aussi par le biais de l'humanité, parce qu'il s'agit de films en 360 degrés. L'immersion est totale. Vous avez l'impression d'y être et vous pouvez comprendre cette réalité lointaine, presque comme si elle se déroulait autour de vous. L'industrie Nollywood compte plus de 150 millions de spectateurs au monde. Le but de ce festival, faciliter l'accès aux audiences européennes, mais aussi offrir une réflexion critique sur la société nigérienne. Le cinéma Nollywood est un miroir de la société nigériane. Toutes les problématiques, toutes les thématiques sont évoquées. Et elles sont évoquées avec un prisme local, ce qui est très rare, puisque quand on a accès, ce qui est déjà rare pour commencer, mais quand on a accès aux images en général de ces pays, ce sont des images qui viennent d'ailleurs, soit à travers le documentaire, des reportages, etc. Mais Nollywood nous permet de comprendre mieux ces sociétés parce qu'on a un point de vue interne à ces sociétés. Parmi les films les plus attendus, Les filles de Chibok, un film immersif en réalité augmentée sur les kidnappings de Chibok qui se sont déroulés au Nigeria il y a 10 ans. Ainsi que le film Toutes les couleurs du monde, une relation LGBT entre 2 jeunes hommes, un sujet souvent considéré tabou au Nigeria qui pénalise les relations homosexuelles. Le festival dure tout le week-end et le jury décernera ce dimanche le prix du festival. Oui, le festival, c'est au cinéma Harlequin à Paris et c'est jusqu'au dimanche 5 mai. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir en Martinique, de Fort-de-France à Saint-François, en passant par Schœlcher et l'étang Abricots. Merci, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.